Bah, au début, je parlais pas du tout de mon passé de boxeuse, hein. C'était Ah, complètement enfoui, il y a un petit moment, hein. Puis à un moment donné, on m'a demandé de faire des témoignages, auprès des jeunes et cetera. Et puis petit à petit, je me suis un peu réappropriée, parce que je mmh. crois que moi-même, j'associais aussi trop ça au combat, puis quelque chose de dur, hein, parce que c'est sûr, quand on voit, le côté un peu médiatisé, c'est le côté, heu, coupe, victoire et cetera. Mais bon, c'est 15 ans de ma vie très durs, Mmh. et vraiment, quoi, ça a été un chemin hyper dur. Je me suis un peu frottée à quelque chose de compliqué. Aujourd'hui, je l'assume complètement et ça me fait plaisir de continuer à identifier des liens. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau d'Abracadabra. Abracadabra, l'émission qui a pour objectif et intention première d'inspirer, d'insuffler de nouvelles dynamiques dans le champ économique. Et aujourd'hui, on va parler de fair management avec Sandra Geiger-Jacob. Bonjour. Bonjour, M- Cédric. Merci à toi d'être là. J'ai beaucoup de joie et de plaisir à l'idée de se retrouver ici, tant par ton parcours qui est pour moi inspirant et qui m'inspire le respect aussi, que par la personne que tu es et ce que tu incarnes aussi dans le champ des entreprises que tu as envie de mener. Et, donc on va parler entre autres de fair management aujourd'hui, de sport, de boxe et de championnat du monde, il me semble. Et avec moi pour cela, Cédric Kessler. Hello. Merci de nous accueillir sur ton plateau ici. Ouais, très, 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 très heureux, très enthousiaste. Et j'avoue que tu le sais, hein, moi, googliser les gens pour préparer quelques questions, c'est un peu ma spécialité. Et généralement, les invités précédents, il y avait personne qui avait frappé quelqu'un en pleine tête, mis KO quelqu'un en Aïe! pleine tête, c'est quand tu googlises la personne. Et du coup, toi qui aimes bien parler de boxe et qui aimes bien défier les invités parfois même, on verra si t'oses à nouveau venir sur ce terrain-là. Non, non, je vais venir avec la valeur bienveillance. Vaut mieux, vaut mieux. Mais moi aussi, hein, je sais faire des coups de pied avec beaucoup de bienveillance. Bon, bah, tu lancé la perle. On voit ça sur internet si on te googlise, hein, donc voilà. De quand je t'ai demandé, comment je vais te présenter aujourd'hui, tu m'as parlé d'alchimiste. Tu as dit: «Je suis une alchimiste qui transforme ce qui plombe les entreprises en or» et du coup, je me suis dit: Mmh. «Bah, en fait, je peux pas ne pas commencer par c'est quoi une alchimiste, en fait, pour toi?» Bah, c'est vrai que, alchimiste, je trouvais ça, intéressant. Il y a le mot alchimiste, il y a aussi alchemia qui est une plante, des femmes d'ailleurs, l'alchimie, et parce que cette notion de transformation, est globale, hein. On touche beaucoup de choses quand on parle de transformation, et donc dans mon activité, j'accompagne effectivement des entreprises, des managers, des dirigeants, des équipes, sur beaucoup de plans différents pour, leur permettre de toucher l'or, en fait, qui est déjà là, qui est en eux, donc c'est de le révéler. Mmh. Donc il y a parfois un côté un peu magique parce qu'on peut pas, c'est pas si mathématique, c'est pas mécanique, hein. Il y a beaucoup de liens humains, il y a beaucoup d'une dose d'écoute, de bienveillance, de volonté d'aller dans le même sens, et le mot alchimiste, ça correspond bien. Donc c'est vraiment ce travail à la fois, d'enquêtrice et de transformation. Est-ce que c'est, parce que dans moi, je connaissais pas Alchemia. Quand j'ai vu le côté chimiste, alors moi j'étais très mauvais au lycée d'ailleurs, sur les expériences, de chimie. Mais du coup, est-ce que, il faut aller chercher les produits, les tester? Comment, est-ce qu'il y a de la chimie quelque part, alors immatérielle, hein, certes, mais, comment ça se produit un peu, d'aller chercher cette transformation, comment ça se passe? Bah, c'est avec la matière humaine, en fait. Donc Mmh. c'est, avec, les émotions, avec, les énergies, avec, parfois les freins intérieurs, les croyances, donc c'est tous ces ingrédients-là, effectivement, et on va doser pour essayer de trouver, comme l'alchimiste, cette notion de juste milieu. Mmh. C'est vraiment du dosage, hein, et donc c'est à la fois, moi je teste, mais je donne aussi les outils pour que les personnes trouvent leur juste milieu, en fait, ce qui est juste pour elles. Mmh. Parfois, elles passent par des extrêmes, il va falloir qu'elles trouvent, la voie du milieu, hein. D'ailleurs, dans le bouddhisme, c'est aussi ce dont on parle, c'est Aristote aussi, c'est le juste milieu, et je crois que tout le fair management dont je parle, en fait, c'est ça, c'est cette notion de trouver le juste dosage pour être dans le juste milieu, sachant que c'est
pas une place. On peut pas dire à un moment donné: «Ça y est, j'y suis. C'est Mmh. bon, je l'ai trouvé». On l'a jamais vraiment trouvé. Mmh. On réajuste en permanence, en fait, Mmh. en fonction de ses émotions, en fonction de ses croyances, de ses mécanismes aussi, qu'on cherche à comprendre, qu'on cherche à à, mmh, à rendre juste aussi. Mmh. Moi, j'aime beaucoup, moi, l'image de l'alchimiste pour imaginer, réfléchir le fonctionnement d'entreprise, parce qu'il y a ce côté, et en groupe humain d'une manière générale, il y a ce côté chimiste, c'est des techniques. Il s'agit d'appliquer des techniques, il y a des bonnes techniques à apprendre et qu'on va pouvoir appliquer pour mélanger nos fluides ensemble. On sait que mélanger ça avec ça donne ça. Et il y a ce côté magie un peu, qu'on aime bien explorer ici dans cette émission, Mmh. où, parce que l'alchimie, historiquement, enfin, c'était des Pas gars le qui voulaient transformer le plomb en or, sauf erreur, hein. Donc il y a un côté un peu magique qui Mmh. n'existe pas en chimie. Et c'est vrai que quand un groupe humain commence à fonctionner en alchimie, à fonctionner de haut diapason, etc., Mmh. c'est magnifique, c'est magique, Mmh. au sens magnifique du terme. Et donc j'aime bien cette approche-là pour Mmh. essayer de dire comment est-ce qu'on peut réfléchir et espérer finalement presque le fonctionnement d'un groupe humain. J'adore. Mmh. Je me demande sur le côté du juste milieu, parce que j'ai des exemples récents. Quand tu dis de permettre, alors j'imagine le dirigeant ou la dirigeante de trouver son juste milieu ou un collectif ensemble, est-ce que c'est forcément 50-50 ou quand tu dis que ce soit juste pour elle, est-ce que tu peux illustrer pour que je comprenne mieux où c'est que ça se situe? Bah, justement, c'est toute la difficulté, c'est que le juste milieu, c'est pas la médiane, hein. Mmh. C'est un endroit précis à trouver, une sorte de centre de gravité qui c'est comme le centre de gravité d'un individu, c'est pas le même en fonction de ta taille, en fonction de ton poids, en fonction de ta morphologie, tu n'as pas le même centre de gravité et en fait, c'est la même chose. Donc la juste posture, heu, dans son approche managériale, même vis-à-vis de soi, dans son approche en tant qu'être humain, par exemple, entre, l'excès de courage, ça serait, la témérité, l'absence, ça serait la lâcheté. Entre les 2, il y a le courage et ce courage, il n'est pas toujours au même endroit. Il y a des moments, une situation va être considérée comme lâche, alors que dans d'autres, bah, ça sera la bonne dose de courage. Donc c'est pour ça que ça se Mmh. réinterroge sans arrêt. Ça nécessite une capacité à tout le temps se regarder fonctionner, s'interroger, une sorte d'hygiène du questionnement. En fait, Mmh. on est beaucoup là-dessus, hygiène du questionnement par rapport à ses propres attitudes, hygiène du questionnement par rapport à comment je fonctionne avec mes salariés. Mmh. Et toi, du coup, tu bosses avec des dirigeants et tu essayes de faire naître en eux plus de cette démarche-là, si je comprends bien? Exactement, Ok. exactement. C'est de les amener, déjà à comprendre, ce qui est juste pour eux. Et donc là, on décortique. Alors c'est du coaching individuel, hein, avec, cette approche qui est effectivement, le faire management. Donc après, l'idée, c'est vraiment de mettre en application des changements concrets. Mais, on va d'abord, évaluer, là, comme je disais tout à l'heure, un individu, c'est une morphologie, c'est un poids, c'est une taille, et cetera. Ben, on va faire la même chose, on va évaluer, où sont, qu'est-ce qui vous pèse, quelles sont, les choses qui sont pesantes pour vous, quelles sont les peurs, quels sont les mécanismes, quelles sont vos envies, qu'est-ce qui vous guide dans la vie. En fait, on va permettre à chacun de trouver sa juste place et quand on est à sa juste place déjà entre soi et soi, c'est le premier pas pour ensuite pouvoir être juste avec les autres. Mmh. Donc c'est avant tout une transformation intérieure. Ça commence par une transformation intérieure, absolument. Ouais. Ça peut prendre, enfin je sais pas, est-ce qu'il y a une moyenne de temps pour une C'est toute la vie. transformation? Bon, on n'est pas sorti de l'auberge, c'est pas. C'est toute la vie. Après, ce juste milieu, au début, on est dans des extrêmes. Mmh. Parce qu'il y a des dirigeants, des managers, je parle d'eux, mais ça, finalement, ça s'adresse à tout le monde, hein, mais c'est Mmh. comme c'est les gens avec qui je travaille, qui testent des extrêmes, ils se rendent bien compte qu'ils sont dans un extrême. Donc la situation d'après, ils vont aller dans l'autre extrême, Mmh. parce qu'ils veulent corriger. Et au fur et à mesure, en fait, l'oscillation, elle devient de plus en plus proche de ce juste milieu, mais jamais tout à fait vrai. C'est pour ça que, mais après, le réajustement, il est plus à la marge, en fait. Mmh. Donc c'est quand même plus facile avec les années. Bah, là, je détecte une ressource. En fait, c'est très contextuel. C'est-à-dire qu'on peut avoir une couleur qui est plus de 60-40 ou 70-30, mais en fonction du contexte, on peut, le faire évoluer, quoi. Absolument, exactement. Intéressant ça, Ouais. j'avais jamais mis, dans mon champ, de réflexion, le côté contextuel d'une couleur. Je m'étais toujours dit,
par exemple, moi qui suis en proie ou vraiment sur la liberté, par exemple, par rapport au contrôle ou l'emprisonnement, je sais pas, moi j'essaye d'être à 95% de liberté. Mais c'est vrai qu'il y a des endroits où il faut que je corresponde à un cadre qui est plus enfermant et que donc c'est intéressant, j'avais pas noté cette notion de contexte et qui fait évoluer du coup ce juste milieu aussi. Tout à fait. Ah ouais. Et Mmh. du coup, je reviens sur la définition, hein, je suis toujours sur je suis une alchimiste qui transforme ce qui plombe les entreprises en or. Et alors du coup, qu'est-ce qui plombe principalement les entreprises pour qu'elles viennent te voir? Alors les sujets peuvent être très variés mais en fait, pour moi, ça a toujours souvent le même chapeau, heu et le chapeau, c'est la la qualité relationnelle, la façon dont on sait vivre ensemble, se coordonner ensemble. Mmh. Parce qu'il y a pas que la qualité relationnelle, il y a la qualité relationnelle, la façon dont on se coordonne ensemble. Et je pense que ces 2 aspects, heu, de ces 2 aspects découle tout le reste. De ces 2 aspects découle le fait qu'on n'a pas vu venir, le marché était en train de changer, qu'on n'a pas su lire des signaux faibles dans l'entreprise. Mmh. Du coup, ça donne un mauvais positionnement commercial, ça donne, une stratégie qui est erronée, ça amène des des difficultés organisationnelles, mais parce qu'au début, on n'a pas eu cette capacité à décrypter, parce qu'on n'est pas dans une qualité relationnelle, parce que peut-être il y a des égos qui sont très forts, des relations plutôt dominant-dominé, de la défiance dans l'entreprise, ce qui fait que certains ont l'information, mais n'ont pas l'espace pour l'exprimer, ou ont peur de l'exprimer. Mais l'information, elle est là. C'est un peu comme, j'aime bien l'image de la nuée des oiseaux, qui savent dépasser les obstacles. Bah, dans l'entreprise, parfois, ces obstacles, on se les prend en pleine figure alors qu'il y en a qui l'avaient vu. Mais il n'y a pas eu la communication. Alors que dans une nuée d'oiseaux, il y a cette vision à 360. Il y a des oiseaux qui sont en périphérie, qui transmettent l'information aux autres. Et si c'était compartimenté, cloisonné, et que le service communication des oiseaux était fermé, le temps que l'information arrive à ceux du centre, ils se sont tous pris le fil électrique. Mmh. Donc, le dans l'organisation, c'est aussi ça. C'est que cette agilité, on utilise beaucoup ce terme, mais c'est vraiment ça. Elle vient de la capacité à transmettre la bonne information, pas trop non plus, aux bonnes personnes, au bon moment. Et pour ça, il faut avoir une belle qualité relationnelle. Il faut que Mmh. le flux, il soit bien fluide, hein, et satisfaisant, Mmh. qu'il y ait ce plaisir. Donc, c'est vraiment important de nourrir ce plaisir à la qualité relationnelle dans l'entreprise. Et ensuite, qu'il y ait aussi des espaces qui permettent à celui qui a vu l'obstacle de l'exprimer, sans avoir peur de jugement, sans avoir peur de dire une bêtise, ou simplement que l'espace existe en fait, qu'il ait été créé. Et c'est pas parce qu'il y a un supérieur hiérarchique qui dit: «Non, non, l'obstacle n'existe pas», heu, il sait que son idée va pas être retenue. Donc c'est vraiment pour moi de la qualité relationnelle, donc c'est de la responsabilité, dans l'écoute, dans la capacité à s'exprimer fermement mais sans violence, hein, la communication non violente, tout Mmh. simplement. L'assertivité, c'est aussi, des espaces de gouvernance plus participative, avoir une vraie ingénierie où la manière de prendre des décisions, c'est pas juste soit directif, soit on vote, hein. Il y a entre les 2, il y a beaucoup de manières d'organiser la manière dont on prend une décision dans un collectif et comment on intègre la vision, élargie, en fait. On a la chance d'avoir plusieurs personnes Mmh. qui voient toutes et tous des choses différentes. C'est une richesse d'innovation, une richesse pour se réajuster et mais par contre, il faut un peu organiser, la façon dont on écoute cette richesse. Il y avait, pour rester sur le vol d'oiseaux, la nuée d'oiseaux, Oui, j'ai entendu une vidéo et je pense peut-être que c'est en lien avec, cette image, hein, mais que c'est, les oiseaux qui sont en périphérie comme tu le dis, donc les personnes ou les oiseaux qui sont en marge d'une organisation et là, une nuée d'oiseaux qui donne la direction et l'impulsion, en fait. Et je absolument. trouvais Ouais, ça ouais. extrêmement Ouais. intéressant dans les grands groupes, grandes organisations, grandes entreprises, que ce soit celles et ceux qui sont en marge, qui sont en capacité d'informer, de prendre des informations extérieures et de venir informer le centre, que c'est, comme ça qu'on dirige. Et c'est ça. Et puis dans l'entreprise, ils sont pas être en marge, c'est pas forcément, c'est celui qui, à un moment donné, l'opportunité d'être en marge et qui voit un signal, une information, qui ait l'espace pour la ramener au centre. Mmh. Un peu l'effet,
contamination jusqu'au centre, quoi, en fait. Mmh. Et ça, donc c'est pas des personnes qui ont un rôle, une fonction. Ça peut être tournant, en fait. Mmh. Ça peut être même une responsabilité collective d'avoir se sentir ambassadeur, de dire tiens, j'ai vu ça, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, c'est une source d'innovation phénoménale. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que même en permaculture, euh, dans les principes de design en permaculture, il y a un principe clé, c'est observe tes bordures. Mmh. Pourquoi? Parce que dans un jardin, la bordure, c'est l'endroit qui n'est pas encore tout à fait cultivé et où vont pousser spontanément des plantes qui vont trouver leur place naturelle. Et on va se dire, Mmh. tiens, ça veut dire que là, il y a quelque chose de favorable que je vais pouvoir cultiver. Ça me donne une indication, là aussi, d'innovation. Mmh. Donc, de la même façon, on peut avoir ce schéma-là dans l'entreprise. Ouais. Alors, c'est vrai que souvent dans cette émission, on a des... Et je souscris à tout ce que tu dis, hein, vraiment, j'adore. Et c'est comme un idéal, en fait, hein, que chacun, on aimerait avoir dans nos entreprises, dans nos vies, etc. Mais des fois, il y a aussi ce côté, presque, tu le ranges un peu sur l'étagère de... C'est un idéal, quoi. Et en vrai, après, il y a la réalité du quotidien où il y a des trucs durs qui se frottent parfois. Et tu te dis, je ne sais pas si, si la bonne communication va régler ça, même si on y croit et on peut espérer. Et j'ai envie de te demander, est-ce que tu as des exemples concrets, marquants, où effectivement il y avait des blocages forts, il y avait de la périphérie qui n'arrivait pas à faire remonter l'information au centre, et finalement il y a eu un regard, il y a eu un accompagnement, et ça a permis de faire évoluer les choses. Est-ce que tu as des exemples qui permettraient de nous montrer aussi que c'est pas juste un doux rêve, quoi? Alors, c'est pas que de la communication. Alors déjà, ce qui fait que ça peut prendre, c'est que tout le monde aspire à avoir des relations qualitatives. Ça, dans toutes les entreprises, on passe beaucoup de temps à son travail et c'est vraiment, souvent dans les enquêtes bien-être, c'est ce qui arrive en premier. Donc c'est vraiment une envie collective partagée. Après, ça suffit pas. C'est aussi avoir une stratégie de gouvernance, comment on prend les décisions et comment on ouvre des espaces pour que chacun puisse s'exprimer. Parce qu'avoir des bordures et des personnes qui sont en extrémité, enfin qui sont en bordure qui vont avoir ce rôle-là d'aller chercher l'information, ça suffit pas. Il faut encore qu'ils aient l'endroit pour déposer l'information, qu'elle soit écoutée, qu'elle soit traitée, qu'elle soit utilisée. Donc, en fait, concrètement, c'est d'organiser des temps dans les entreprises. Donc, il y a des entreprises que j'ai suivies, même sur le plus ou moins long terme, des entreprises sur 2-3 ans, dans un accompagnement à leur transformation, où ce qu'on a mis en place, c'est on a commencé par poser des temps, pas de réunion, mais des temps de participation. Donc des temps où on va traiter, c'est eux qui vont construire c'est le groupe qui va construire son ordre du jour. C'est-à-dire de quoi avons-nous envie de parler. Donc souvent dans les séminaires, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on a la direction, les managers qui ont absolument besoin de passer cette info, il faut qu'ils sachent ça, ça bouge là, il faut qu'ils le sachent, etc. Donc maximum du temps est consacré à de la transmission descendante d'informations. Alors qu'il est vraiment indispensable de créer un espace, en dire de quoi avez-vous envie de parler, vous construisez l'heure du jour, donc ça nécessite une animation, des outils, etc., de facilitation de l'intelligence collective, mais on va faire remonter. Et petit à petit, on prend ce pli. Et au début, les gens ne sont pas forcément, les salariés, les collaborateurs ne sont pas forcément à l'aise avec cet exercice, parce qu'ils n'ont pas l'habitude. Donc, il faut aussi acculturer. Concrètement, quand vous allez vous exprimer, on va faire une synthèse et ensuite, la fois suivante, on vous expliquera ce qu'on en a fait, ce qui a bloqué, pourquoi on a mis ça en place, pourquoi on n'a pas réussi. Et on va vous associer aussi aux difficultés. Et petit à petit, ça amène cette culture de « je peux m'exprimer, je suis entendu ». Et si ce n'est pas mis en application, ça, je ne suis pas non plus donc je sors aussi de cette posture de critique ou d'attendre que le truc soit fait pour dire ah non, c'est pas bien. Donc on change aussi la façon de fonctionner en interne, on responsabilise tout le monde. Et ça fonctionne. Il suffit pas de faire une animation, c'est petit à petit, on change de culture. Et ça va assez vite en fait. Ok. J'avais une expérience banque-assurance en tant que salarié. Et les espaces qui avaient été créés comme ça, c'était des espaces qui étaient vraiment boudés. Au sens où soit les salariés, ils disaient ah non mais en vrai on nous dit qu'on nous écoute mais en vrai c'est du violon et on nous écoute pas. Ce qui peut être le cas dans certaines entreprises. Hein. Et ceux qui s'exprimaient vraiment, ça c'est moi qui me le disais, je me disais en vrai
tu t'exprimes là, mais ce que tu racontes, c'est pas super pertinent, quoi. Mmh. Ça, C'était ta voix autocritique, tu ouais, veux non, dire? c'était Mmh. moi, mon regard sur tout Mmh. ça, sur ce qui se passait, quoi. Mmh. Et je me suis dit, en vrai, cet espace-là, du coup, à part faire remonter des gars qui râlent et faire remonter des gars qui proposent des trucs qui vraiment sont pas super pertinents, ça, ouais, il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Mais il n'y en a pas eu beaucoup. Mais juste pour dire que je trouve cette idée trop bien, mais des fois, j'ai l'impression il y aurait des entreprises qui auraient du mal à le mettre en œuvre parce que c'est peut-être concrètement ça qui arriverait, ce que je viens de dire à l'instant. Je suis Mais désolé, c'est vrai, je l'ai pas. mais tu as raison, hein, ça peut être le cas d'ailleurs. Donc c'est pour ça que des entreprises qui ont des collaborateurs qui ont vécu, des situations très descendantes pendant très longtemps avec parfois des managements, qui peuvent être violents aussi, hein, des choses qui sont pas drôles pour les managers comme pour les collaborateurs, hein. Les 2 peuvent subir des choses, difficiles, ce qui amène de la défiance, mais il faut prouver en fait. Il faut accepter, il faut montrer qu'on est authentique et ça, il faut vraiment y aller et là, on met son cœur sur la table. C'est-à-dire Mmh. qu'on dit: «On va essayer, là, on n'a pas été bon, là, on va avancer, là, vous avez dit ça, on en a pris compte, mais ça, on n'a pas réussi ou on n'a pas eu le temps ou on va le faire là». Enfin, il faut être authentique, en fait et j'ai accompagné, vraiment, récemment une entreprise dans ce système-là, une entreprise où il y avait beaucoup de défiance, où il y avait beaucoup de tensions, des conflits internes beaucoup, des grosses tensions sociales. Au début, effectivement, grosse défiance, à quoi boniste, hein, à quoi ça sert? De toute façon, c'est toujours pareil et cetera. OK, on entend, il faut le faire vraiment, dire: «J'entends et je comprends que vous que c'est légitime que vous puissiez penser ça. On va avancer petit à petit, puis au fur et à mesure». Il y aura peut-être toujours, hein, une minorité qui va pas rentrer dans le mouvement, mais petit à petit avec authenticité. C'est pour ça qu'il faut de l'authenticité du dirigeant et on en revient, à l'accompagnement aussi du dirigeant. C'est qu'il faut aussi l'accompagner pour qu'il soit authentique, qu'il soit juste. S'il met en place des stratégies de défense qui sont allées dans ces extrêmes, hem, la confiance peut pas s'établir, quoi. Donc c'est ouais, on est avec de l'humain et c'est compliqué et justement alchimiste peut-être, mais pas magicienne. Mmh. Il y a pas de baguette magique. C'est un travail de longue haleine et ça fonctionne. Il y a des entreprises qui fonctionnent comme ça naturellement et même les salariés disent: «Ah, il y a une alchimie entre nous, c'est génial, une alchimie». Mais par contre, on ne sait pas trop d'où ça vient. Ça veut dire qu'il suffit qu'il y ait un petit ingrédient qui s'en aille, qui ne soit plus présent, on ne sait pas lequel d'ailleurs, pour que tout s'effondre. «Ah, c'était si bien avant, c'est pas ce qui s'est passé». Donc c'est pour ça que on peut mettre en place un cadre qui favorise cette alchimie, mais c'est pas gagnant à tous les coups. Mais par contre, notre responsabilité, c'est quand même au moins de mettre ce cadre en place, avec authenticité. Et du coup, ce cadre, c'est ce que tu appelles le fair management? Ou Alors, ça n'a rien à voir avec, si, si, ça? bien sûr. En fait, le fair management, c'est vraiment un chapeau qui permet d'être juste dans son management, juste avec soi et donc juste avec les autres. Donc, ça Donc c'est englobe se tout ça. manager soi-même d'abord, si j'entends bien? C'est aussi, oui, c'est vrai. Je pense que pour être un bon manager, il faut avoir une qualité d'écoute de soi, une compréhension d'être, de ses propres mécanismes. Mm. Mmh. Donc du coup, est-ce que le fair management, comment toi, en tant qu'alchimiste, tu le décrirais? Parce que j'ai fait un peu mon enquête pour savoir, en fait, de quoi on parle. Mais du coup, dans tes mots, ce serait quoi? Ben, moi, ça, c'est plusieurs piliers. C'est déjà la qualité, donc je disais avant la qualité relationnelle, l'organisation. Il y a aussi un aspect technique que tu disais, Cédric, avant, Mmh. sur il y a de la chimie et de la technique. C'est-à-dire, souvent, l'organisation n'est pas juste la répartition des rôles, des missions. Ça a été fait à un moment donné. Et puis, comme c'est comme ça, on se remet plus en question, ça continue. Mais sauf que l'entreprise a changé, son contexte a changé. Et parfois, il faut aussi re-questionner, est-ce que c'est juste? Est-ce Mmh. que ces missions-là sont justes? Est-ce que ces fonctions-là sont justes? Donc il y a aussi une interrogation technique, hein, comment l'entreprise est-elle organisée? Et ensuite, quels sont les espaces de gouvernance? Euh, Comment est-ce qu'ils sont organisés? Comment les décisions sont prises? Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'impliquer davantage des salariés? Comment est-ce que et c'est pas impliquer parce que c'est sympa de les impliquer, parce qu'en les impliquant, on va voir ces signaux faibles là, des oiseaux en périphérie. Donc c'est aussi pour prendre une décision plus juste, plus proche du besoin réel. Et puis après, il y a quatrième dimension, c'est la responsabilité. Donc travailler sur la responsabilité individuelle, la responsabilité collective, et donc c'est le sens. Donc vers quoi on va, quel est le sens, et c'est de fédérer autour de ce sens. Donc en fait, il y a ces quatre dimensions.
Juste pour que moi je puisse me projeter à comment je vais pouvoir l'utiliser dans ma vie à moi et dans la vie de mes organisations ou de mes projets, est-ce qu'il y a des indicateurs qui permettent déjà individuellement mais aussi collectivement de voir ce qui est juste? Est-ce que je peux dire, enfin je sais pas, est-ce qu'il y a des indicateurs tangibles, presque quantitatifs ou qui me permettent de mesurer si oui ou non on est dans le juste ou pas? Alors, sur les 4 dimensions que j'ai décrites, hein, que ce soit la qualité relationnelle, le fait d'être d'avoir du sens, d'avoir une gouvernance participative, et cetera. Donc, en fait, chaque organisation va identifier où sont les points névralgiques, hein, Mmh. où sont les forces aussi, qu'est-ce qu'elle sait bien faire. Et les indicateurs, on va les construire sur la base de ce qui est constaté. D'accord, donc c'est Heu, vraiment du c'est sur-mesure en c'est ça fonction des c'est ça, entreprises, des organisations. c'est une matière trop, sensible, trop, spécifique Mmh. pour avoir des après on peut avoir des indicateurs, clés sur le taux de turnover, sur l'absentéisme et cetera. Mais, ça va être beaucoup plus précis en fonction de ce qui aura été identifié dans l'entreprise et son intention de bouger les lignes, en fait. Et à titre individuel, puisque tu disais, j'accompagne autant les individus, donc souvent j'imagine décideuses ou décideurs, hein. Mmh. Mais est-ce que aussi à titre individuel, c'est le côté de la justesse peut être, enfin, va être sur mesure, les indicateurs, ou c'est il y a enfin, il y a des invariants comme, je sais pas moi, la joie, comme je sais pas, ça fait des papillons dans le ventre, j'en sais rien. Comment je peux savoir que moi je suis dans le juste dans mes projets, par exemple? Alors je ne transpose pas la méthode organisation à OK. l'accompagnement individuel, hein, hem, mais c'est effectivement, déjà ce qu'on a fait tout à l'heure. On s'est connecté, on s'est dit: «On est content d'être là», c'est la capacité à se connecter à soi, Mmh. donc revenir sur ces essentiels-là. Hem, Après si je vais sur des choses beaucoup plus proches des dirigeants, c'est retrouver sa juste place en tant que dirigeant, de ne Mmh. pas se laisser happer par la roue infernale du quotidien, Mmh. et retrouver de la liberté aussi sur son agenda. C'est cette sensation souvent, les managers, les dirigeants ont cette sensation de se laisser, noyer dans l'agenda, dans le faire, FAIRE, justement il y a le E en trop, Mmh. et hem et donc ça peut être des indicateurs en lien avec ça. Mais c'est pareil, c'est qu'il y a des personnes qui vont, trouver le juste milieu dans certains domaines ou dans leur milieu familial, tout Mmh. va bien. Par contre, dans l'entreprise, moins. Ou alors, dans certains domaines, ça va aller. Par exemple, sur le courage, ils vont être très bien, etc. Ça va être très juste. Mais par contre, dans d'autres domaines, sur la liberté, sur l'écoute de soi, euh, sur le sentiment d'être légitime aussi. Ça revient souvent, le sentiment de ne pas être légitime, donc du coup d'en faire trop, de devoir plaire, de devoir être dans l'excès de perfectionnisme. Donc là aussi, trouver son juste milieu. Mmh. Donc tout le monde ne travaille pas avec les mêmes thèmes en fait. Mmh. J'ai trouvé, alors ça c'est, je croque un tout petit peu sur mon web, hein, ce que j'ai trouvé sur internet, et c'est un truc que tu évoques. Tu appelles ça, peut-être c'est un truc connu que je connaissais pas, une motivation autoréférencée. Ouais, et j'avais trouvé ça super intéressant, mais super difficile aussi. C'était l'idée de Mm. bâtir son action sur la base d'une motivation, la sienne, une Ouais. vraie motivation, et pas une motivation puisée dans le regard de l'autre ou dans Mhm. une motivation, un truc qu'on t'aurait imposé et qui finalement ça va t'emmener au burn-out d'une manière ou d'une autre, Mm. parce que c'est pas vraiment au fond de toi ta vraie motivation, quoi. C'est puiser chez l'autre, dans le regard de l'autre. Comment est-ce qu'on arrive moi je me suis, parce que dans le prolongement de ce que tu dis, comment est-ce qu'on arrive à capter c'est quoi nos vraies motivations, Mm. par rapport aux trucs qu'on a au fond de nous, mais en vrai, c'est lié au regard de l'autre. C'est parce que Mm. Cédric me regarde, en fait, Mmh. que j'ai cette motivation. Non, mais voilà, comment est-ce qu'on arrive à Mm. séparer le grain de l'ivraie, j'ai envie de dire? Bah, c'est un grand travail pour être juste, hein, Ouais. ça commence par ça souvent. Euh, de se libérer de tout ce qu'on traîne. Ça peut être notre culture, notre éducation, l'attente, le regard des yeux des autres, l'attente de ses parents, même des gens de 50 ans agissent encore parce que inconsciemment ils essayent de rentrer dans le modèle qui avait été établi par leurs parents pour eux. Donc, beh,
le coaching individuel, c'est ça. En fait, l'accompagnement individuel, ça peut même aller vers la thérapie. Moi, c'est ce que je ne fais pas, mais en fonction à quel point ça peut être coincé et quelles sont les blessures qu'il y a derrière. Donc là, ça peut être vraiment une psychothérapie. Mais moi, dans le coaching, on peut identifier déjà des points de blocage qui permettent de dire ça, c'est vraiment moi qui le souhaite. Et ça, je le fais plus parce que j'ai envie de faire plaisir, plus parce que j'ai... mais c'est pas mon attente. Et en fait, comment on le sent il y a quand même un ressenti quand on fait les choses pour soi ou quand on fait les choses pour les autres. Il y a quand même un ressenti. C'est la notion de plaisir, d'énergie, qui n'est pas la même. Quand on fait quelque chose pour les autres, ça prend de l'énergie. Quand on fait les choses pour soi, ça nous en redonne, en fait. Et je pense qu'il y a quand même cet indicateur-là, il est assez puissant. Et je pense qu'il ment pas, ouais. C'est pas toujours le cas. Je suis dans une situation où, et je crois que toi aussi, et Cédric aussi d'ailleurs, tous les trois, nous sommes dans des métiers, des projets qui sont au service des autres, souvent. Mais moi, ça me nourrit souvent et ça me donne même de l'énergie. Alors, pas tout le temps. Et d'ailleurs, c'est un indicateur que je commence vraiment à conscientiser. Je le disais d'ailleurs, c'était hier en réunion d'équipe où je me suis rendu compte qu'il y a des moments et en fait, du coup, ça m'informe que ces personnes-là ou ces entreprises-là, c'est pas des personnes avec lesquelles je vais continuer à travailler ou je vais amoindrir mon engagement, mais qui me prennent de l'énergie. Mais la majorité des groupes dans lesquels ce matin j'avais pendant 3 heures, un groupe de l'église qui danse, que je salue d'ailleurs s'ils nous voient, qui me nourrit, ça m'a donné de l'énergie. J'ai plus d'énergie après 3 heures d'intervention qu'avant. Et du coup, voilà, juste pour rebondir sur... alors, est-ce que je le fais pour moi? Dans ce que tu dis, je ne sais pas. Ouais, Mais... en fait, quand on fait quelque chose pour les autres, c'est pas pour les autres, je fais quelque chose pour correspondre à une attente qui a été dans la projection. Projetée sur moi. C'est ça. D'accord. Et quand je fais quelque chose pour moi, et si je fais, par exemple, je m'occupe de mes enfants, c'est parce que ça me nourrit, ça me fait plaisir de les voir évoluer, je le fais pour eux, mais ça répond à une attente qui est aussi la mienne. Donc c'est pour ça que ça te nourrit, parce que ça reste en alignement Clairement. avec quelque chose qui est important pour toi. Clairement. Moi, j'ai longtemps fait de la musique. Tu commences J'ai à le cru qu'il savoir. allait dire de la banque et de l'assurance. aussi. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas satisfait de faire de la musique dans ma cave. Que la musique, c'était un truc, L'Olympia pour toi. ouais, qui correspondait à un truc de Jones, il ne faut plus dire Jones, de chercher le regard de l'autre, une forme d'accomplissement, etc. Et c'est vachement, pour moi, ça m'a vachement nourri parce qu'il y a plein de trucs que je suis OK de faire dans ma cave, même un petit peu artistique et tout ça, et que si personne ne le voit jamais, c'est pas grave. Et en fait, ça m'a éclairé, je crois, un petit peu sur la motivation profonde que j'avais à faire ma petite activité musicale que j'avais en tête, quelque chose de plus qu'une petite activité musicale en vrai. Et je trouvais ça vachement éclairant. Je sais pas si ça correspond à ce que tu dis, mais en tout cas, moi, j'ai réussi à identifier ça, et puis ça a permis de voir que c'était pas une motivation profonde pour moi finalement de faire de la musique, mais que ça correspondait plus à quelque chose que je voulais chercher au travers de ça. Intéressant. Donc, ça veut dire que pour toi, ça correspondait à une envie. C'est le fait de faire de la musique qui te plaisait, ou parce que tu te Justement, disais, non. je vais jouer pour les autres. Et c'est ça qui m'intéresse. Exactement. C'était vraiment conquérir quelque chose au travers de ça, Ouais, mais la musique pour la musique. En tant que telle. Moins, beaucoup moins. Ouais. Moi, c'est exactement l'inverse sur la musique. Ouais, Justement, c'est intéressant parce que tu vois, ça te montre, en fait, quand tu commences à avoir cette compréhension de comment tu fonctionnes, ça te montre où tu peux placer au mieux ton énergie, en fait. Et que tu vas pas chercher à aller à tout prix. Ou alors, si tu y vas, c'est parce que c'est un temps donné et que là, il faut y aller et tu sais que tu le fais, même si c'est pas ton truc à 100%, mais ça va orienter tes choix et ça te permettra de prendre des décisions plus justes. Pour les Cédric, c'est de se retrouver devant la caméra. On aime bien. Sinon, on n'y serait pas. Ouais. Et moi, je sors souvent d'une émission Abracadabra. Ça l'a fait à chaque fois, ça le fera encore une fois aujourd'hui. Vraiment, comme tu le disais avant,
rechargé en énergie, quoi. Je me sens bien, quoi. Je me sens, souvent, c'était super sympa, super enrichissant, super nourrissant. Donc ouais, je comprends totalement ce que tu dis et je peux l'appliquer à cette émission, un moment qui Mmh. vient puiser dans le sens profond des choses et dans la motivation profonde de la mienne, la tienne, je crois aussi. Hmm. Donc Bah oui, et d'ailleurs, en fait, c'est marrant, mais avant cet épisode spécifiquement, donc une demi-heure avant que je parte de nous tous à Strasbourg, et Hélène, que je salue aussi, Il y a du monde. de l'équipe, mais ouais, mais parce que je suis en lien avec ces personnes-là aussi qui m'accompagnent en fait dans les échanges qu'on vit en ce moment, donc j'aime bien les citer pour les saluer. Et en fait, me dit bonne transformation. Alors je suis étonné, je dis bah, pourquoi? Je sais pas, je te dis bonne transformation. Et donc on rediscute avec Arnaud, etc. Et puis vraiment, je redis au revoir et elle me dit bonne transformation à toi, Cédric. J'ai pas compris et j'ai vu quand tu as ramené ton livre, et peut-être que c'est le Ah, moment d'en parler, qui s'intitule Transformation. exact. Et que dans le descriptif, en tout cas dans l'alchimiste qui transforme, bah, du coup c'est au cœur de ce que tu fais, ouais. Et donc c'est peut-être l'occasion de, puisque tu l'as coécrit, je crois, comme je le vois, avec Philippe Studer, qui est venu aussi ici et avec lequel on avait pu échanger sur la joie. C'est quoi cette aventure? Comment c'est lié ou pas avec le fair management, avec ce que tu incarnes, avec ce que tu proposes dans les entreprises? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors c'est un premier test, hein, ce livre, issu d'un échange, un déjeuner avec Philippe, où donc je lui expliquais ce que je faisais au niveau du fair management. Il m'expliquait son intérêt pour les peuples racines. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une intersection et que les principes du fair management, même si je n'en parle pas spécifiquement dans le livre, sont très proches de principes de bon sens utilisés par les peuples racines dans leur façon de fonctionner. Hmm. Donc c'est aussi un rapport à soi beaucoup plus vrai, un rapport à la terre, un rapport aux autres. Donc voilà, on s'est amusé à faire des liens et avec une histoire. C'est un roman en fait qui parle d'un dirigeant d'entreprise qui part de très loin, qui paraît un peu caricatural, mais en fait c'est vraiment. J'ai utilisé plein de situations que j'ai vues dans la vie réelle, je les ai toutes mises ensemble, donc c'est sûr que ça donne un bonhomme pas très drôle au début, et puis qui petit à petit s'ouvre. Parce que je suis convaincue que tout le monde peut vraiment s'ouvrir à beaucoup de choses et qu'on n'est absolument pas figé dans nos états d'être, hein. Hmm. Hmm. Ah, donc il n'y a pas de fatalité, quoi. Si quelqu'un... Mais moi j'aime bien cette idée que, et en Alsace, on a les spécialistes des fois pour ça, pour avoir des gens très froids, très fermés. Et des fois, il y en a qui ont la clé pour ouvrir ces personnes-là, et puis d'un seul coup, elles se retrouvent lumineuses et enjouées, complètement différentes. Et Mm. moi, je trouve ça assez beau que de se dire qu'il ne faut pas résumer cette personne Hmm. à quelqu'un de fermé. C'est son Oui, état c'est vrai. à ce moment-là, quoi. Exactement, Ouais. ouais, c'est vrai. D'ailleurs, c'est l'indicateur numéro 1 d'impact dans mes accompagnements, surtout individuels d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais c'est de voir cette lumière dans les yeux de l'autre. Mm. Et au moment où je le vois, je fais ah, c'est bon, il y a eu cette petite magie ou cette petite clé qui potentiellement transforme derrière. C'est vrai. Mais je sais pas, mais est-ce que dans la suggestion du livre, la transformation, elle est, est-ce qu'elle est, elle peut être ponctuelle? Est-ce qu'elle peut être, est-ce que cette petite graine qu'on reçoit, que tu transmets, que tu questionnes, je sais pas, est quelque chose qui commence à un moment et en fait se diffuse et continue son chemin? Ou est-ce que, par exemple, je vis un changement et en fait c'est une transformation directe qui est actée, intégrée? C'est une question que je me pose moi-même sur. Je pense qu'il peut y avoir plusieurs cas de figure, hein. Personnellement, j'ai vécu un changement assez fort, hein. C'est souvent le cas avec la maladie, je pense. Hmm. La maladie permet de faire des pas accélérés. En fait, je pense que c'est quand même un processus lent, mais qui est parfois accéléré par certains épisodes de la vie. Et donc oui, il peut y avoir peut-être des accélérateurs. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui se diffuse tout le long, avec peut-être des moments qui accélèrent plus ou moins, quoi. Et du coup, dans ton cas, donc c'est peut-être le moment de le dire. Tu es quand même plusieurs fois championne du monde de boxe. Oui. Et c'est vraiment pas rien. J'aimerais peut-être voir comment. Alors, pour pas refaire toute l'histoire, hein, et je vous invite à découvrir aussi ce qu'on peut retrouver sur toi et ton parcours dans tes conférences, à d'autres endroits.
Mais peut-être en lien avec le fair management, avec ce que tu portes aujourd'hui incarne, comment cette aventure d'athlète de très haut niveau, du plus haut en vrai, Mmh. mondial, comment qu'est-ce que tu en as gardé? Comment tu le diffuses aujourd'hui? Quel est le lien entre être championne du monde de boxe et d'avoir eu une vie d'athlète de très haut niveau et ce que tu proposes aujourd'hui pour les organisations et les dirigeants? Bah, dit comme ça, on se dit: «Bon, la boxe, c'est pas le fair management par excellence» ou alors c'est ce qu'on disait avant. Tu vas avoir une juste rétribution. Voilà. Me mettre un coup de pied avec bienveillance. C'est ça. Donc c'est un parcours, en fait. Moi, ça fait partie de ma transformation, ce passage cette expérience de boxe. Je pense que, hem, pour vous le faire assez court, Mmh, hein, je pense que j'ai vécu dans un milieu où la notion de conflit était omniprésente, mmh, de tension et je me souviens, petite fille, de la sensation désagréable que ça me procurait, d'émotions, très négatives que ça me procurait, y compris quand je rentrais à la maison, quand, des situations vraiment de tension et je pense que, faire de la boxe a été pour moi une façon, peut-être réflexe, de me dire: «Faut que je sois forte». mmh, Alors il y a d'autres explications, mais ce besoin de reprendre possession d'une sorte de maîtrise de soi, une sorte je pense que vraiment une sorte de réflexe comme si je m'étais figée, il faut que je me durcisse, quoi. mmh. Donc ça a plutôt bien marché, en fait. Mais voilà, avec la réflexion, avec les années, la maternité aussi, heu, Parce que tu as été championne du monde en étant, alors je sais plus si c'était juste avant, pendant ou après, ça m'avait il y a eu marqué. oui, oui, j'ai continué, j'étais enc mes enfants avaient 2 ans, 2-3 ans, j'étais encore sur les rings. Puis après ça commençait à être difficile parce que Mmh, justement quand on monte sur le ring, il faut savoir, accepter un risque maximum que je n'étais plus en capacité mmh. d'accepter parce que j'avais les enfants, parce que j'avais une responsabilité vis-à-vis d'eux. Donc c'est ce qui m'a fait, finalement raccrocher les gants de façon très, très douce, Trouver un parce que nouvel équilibre. c'était pour un autre sens, Mmh, qui était encore plus fort, en fait. mmh, Et hem et donc après c'est toute une réflexion, hein, de dire finalement ce qui m'attire, c'est l'harmonie. mmh. Heu, je n'aime pas les conflits, je n'aime pas donc c'est pour ça que je me suis formée à la médiation, je me suis, formée à la facilitation de l'intelligence collective, j'ai envie que les gens, apprennent à avoir des relations harmonieuses, ce qui ne veut pas dire se parler avec des fleurs et des petites, voilà et puis on sait se dire des choses fermement, on sait être en opposition d'idées, mais on n'est pas obligé de s'assommer, à coups de gourdin ou de voilà. Donc je pense que c'est ça. Alors comment maintenant j'en tire encore des expériences parce que c'est quand même une expérience extraordinaire au sens Bah, qui complètement, ouais. sort de l'ordinaire. Donc j'en tire des expériences, notamment je fais beaucoup d'exercices avec le corps, même en collectif, hein, des exercices en mouvement, des exercices, qui permettent parfois quand on est dans le corps, on 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 lâche le mental, Mmh. justement et on est beaucoup plus vrai que, que quand on est que dans le mental, dans l'expression, on a l'habitude de ça, donc on se ment assez facilement à soi-même. Par contre, quand je mets les gens un peu en situation de mouvement, voire même de boxe, hein, sans qu'on se donne des coups, Ah, mais en situation un petit peu de stress, j'allais sur le ring avec Cédric, je rappelle. d'inconfort plutôt, pas de stress, mais Mmh. d'inconfort, Ouais. ça fait rêver, ça révèle des choses, parfois, avec un raccourci. Donc ouais, ce que j'en tire et puis bon, des enseignements, sur, quand je disais la capacité à voir à l'extérieur les signaux faibles, en boxe, c'est vraiment ce qu'on apprend, à capter ces signaux faibles, à être dans cette vision, même quand on est au plein cœur de la crise, avoir cette vision 360 qui permet de saisir les opportunités. Mmh. Ce que je transpose aussi à la notion de groupe, hein. Et puis après, plusieurs, pas mal de choses sur l'intelligence de situation, la bonne réponse au bon moment, donc ça fait partie, des Mais expériences, ouais. avant, par rapport à ce mouvement de balancier dont tu parlais, parce que là, moi j'en vois presque un, c'est-à-dire, boxe, ring, fight, je te mets KO. Enfin, j'imagine, hein, pour avoir Mmh. fait de la boxe, Oui, c'est l'idée, je crois, ouais. Mmh. pas mal d'années, l'idée c'est de gagner donc et là tu parles d'harmonie et du coup, est-ce que c'est un mouvement, est-ce que c'est une polarité que tu as située dans tes expériences au global? Hem Et est-ce que, du coup, il y a eu besoin de ces expériences de boxe, à très haut niveau pour pouvoir te rendre compte peut-être, là, a posteriori, en prenant du recul que,
en fait, j'ai eu besoin de ces expériences pour me dire, en fait, moi, mon driver ou mon élan, il est vraiment sur chercher l'harmonie dans les collectifs, dans les relations, et cetera. Alors je sais pas si c'est vraiment, Contradictoire, oui, je antagoniste. peut-être que cette expérience de boxe, c'est si on devait faire de l'analogie, ça serait l'accompagnement du dirigeant ou du manager ou de la personne à titre individuel. C'est ce qui m'a permis d'aller dans le corps, d'aller chercher loin dans l'expression physique, dans le ressenti physique, et c'est ce qui a permis de faire émerger, bon, bah, ce que je veux vraiment, c'est ça. Mmh. Heu, alors c'est vrai que boxe, on a l'image confrontation et cetera. Pour autant, je le dis aussi souvent, parfois je vois plus de violence dans l'entreprise que sur le ring. Parce que le ring, pour moi, c'est pas de la violence. On est dans un cadre partagé, où les deux respectent la règle, où les deux ont signé pour cette règle-là et la mettent en application. Quand il y a des coups bas, des, 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 des non-dits dans l'entreprise, ça peut Mmh. vraiment être une violence plus psychologique, hein, mais donc, donc c'est pour ça que pour moi, c'est pas non plus quelque chose de violent. C'est un cadre partagé, certes dur, exigeant, mais ça reste un cadre partagé. J'ai eu besoin d'aller loin, de me frotter à ça peut-être pour faire émerger, ce qui était le plus vrai en moi. Mmh. Quelque chose que tu as dit avant qui résonne par rapport à la communication non violente, où tu disais que ce n'est pas être au pays des bisounours, c'est la notion aussi de. Et moi j'aime bien dire ça, qu'il faut être courageux, et c'est même être généreux, que parfois euh, oser dire ce qui ne va pas, oser rentrer dans une discussion Ouais. qui n'est pas simple, qui fait plaisir à personne. Heu et ça demande du courage, ça demande de la générosité aussi Mmh. pour l'autre personne, où on aurait pu juste l'ignorer, générer une forme de violence de ce point de vue-là. Mais non, c'est généreusement qu'on rentre dans l'appréhension du problème, quoi. Mmh. Et moi j'aime bien ça, et j'aime bien le dire, parce que ça rend aussi, tangible le côté communication non violente. Ouais, c'est pas Mmh. juste des fleurs, et cetera. C'est Non, pas du c'est tout, aussi, ouais. on saisit les trucs, et puis on a du courage, quoi, beaucoup de courage. C'est beaucoup de courage, on sait les dire. Alors après, on apprend aussi à la façon de les dire pour ne pas blesser, pour pas juger l'autre. On va parler que de la situation et de ce qu'on ressent soi, parce que ça, c'est une vérité qui n'est pas, qu'on ne peut pas contredire, et de son attente, de ses besoins, et cetera. Donc, oui, c'est du courage. C'est du courage, c'est même une responsabilité envers soi-même. C'est-à-dire parce que quand on a un truc, qui gêne, il y a en intelligence collective, c'est un écueil, hein. C'est l'écueil de la conformité. Ça marche tellement bien dans l'équipe qu'on va pas commencer à se dire des trucs qui vont pas, parce que sinon c'est dommage, on va altérer cette super ambiance, c'est un vrai écueil. Et donc on enterre, on met les trucs sur le tapis, sauf qu'à un moment donné, ça ressort et ça fait mal. Donc de savoir dire, c'est un vrai courage envers soi, pour se respecter ce qu'on sent, parce qu'on sent dans son corps quand il y a des trucs qui vont pas, quand il y a un truc qui gêne. Donc c'est d'avoir déjà cet automatisme, de dire: «Tiens, là, je sens qu'il y a un truc qui est en train de me triturer le ventre, qu'est-ce qui se passe? Ou ça me prend à la poitrine, ou ça me prend à la gorge, j'ai chaud, il peut y avoir plein de sensations. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a ce truc qui me dérange. Je vais le dire, j'ai la bonne façon de le dire parce que j'ai appris à le faire, heu et je me respecte moi et je respecte le groupe et je fais avancer le collectif, hein. Et effectivement, c'est du courage et de la générosité, je partage complètement. Mmh. Être boxeuse, parce que il faut quand même un peu du courage, quoi. Parce que je pense surtout quand tu commences à perdre un combat. Moi, je n'ai jamais fait de boxe. Désolé Cédric, on ne s'affrontera pas sur ce terrain-là. Mais j'ai fait pas mal de sport. Et ce moment où tu es en train de perdre, et que tu continues d'y aller, mais en boxe, ça doit être encore plus fort parce que tu prends des coups. Mmh. Est-ce que ça t'a appris ce courage, et finalement tu le translates aujourd'hui dans ces dialogues qui peuvent être difficiles? Je pense que ça m'a appris, je le vois dans certaines situations, il y a des moments dans le combat où c'est vrai que on a l'impression tous les signaux sont en rouge, plus rien ne va et en fait, on peut rentrer comme dans l'entreprise, hein, quand rien ne va, c'est souvent là que les tensions sont les plus fortes. Donc on peut se laisser aller à, je vais faire mon automatisme. Ma droite, là, je t'ai bien la donné ma droite, donc ça va être droite, droite, droite. Sauf que si je fais que ça, forcément, je deviens lisible. Mmh. On va m'anticiper super facilement et c'est sûr, j'ai perdu. Donc, c'est rester, en fait, garder cette sérénité malgré la crise. Je crois que c'est ça que j'ai appris. À être sereine, même dans les situations les plus tendues,
à continuer à voir, tiens, signaux faibles. Parce que signaux faibles, c'est pas juste je suis en balade, tout va bien, c'est génial, je vois les signaux faibles. C'est justement quand on est en crise qu'il faut Mmh. lever un peu la tête, apaiser le niveau d'énervement. Dire, ok, j'ai entendu, j'ai mal là. On met pas un couvercle. J'ai entendu, j'ai mal là, je vais faire attention. Mais en tout cas, je regarde pas de façon obsessionnelle mes chiffres qui ne vont pas, mes blessures, mes signaux d'alarme. Je dis, ok, qu'est-ce que je fais? Je prends de la hauteur, calme, sérénité et j'analyse. Donc ça, je pense que je l'ai appris, mais je pense que ça prend aussi, ça peut aussi s'apprendre autrement. Mais je pense que oui, je l'ai appris à l'école, à la bonne école, quoi. C'est clair. Merci pour ces échanges. On va lancer la capsule de Bernard Maufra, fondateur de Smart Group, qui va nous partager une vision de la fragmentation des petits mois que je vous invite à visionner avec nous. En s'observant, on peut remarquer que nous sommes faits de multiples parties. Et si nous devenions capables de mettre en face de chaque personne ou chaque situation la partie de nous la plus adéquate? Bonjour, je m'appelle Bernard Maufra. Je suis consultant en communication, fondateur de Smart Group. La fragmentation, qu'est-ce que c'est? Et en quoi la fragmentation devient un outil intéressant de management dès lors qu'on veut une qualité relationnelle dans une entreprise à dimension humaine. Tout le monde connaît les Schtroumpfs, peut-être certains connaissent aussi les films vice-versa. C'est une façon, dans l'inconscient collectif de l'humanité, de raconter en réalité la division, la fragmentation qui existe à l'intérieur de chacun. On dit qu'un être humain est un individu. Individu voulant dire non divisé. En réalité, on est complètement dividu, parce qu'on n'est pas du tout une entité complète et cohérente, on est plein de parties qui essayent tout le temps de s'équilibrer, de fonctionner de la manière la plus cohérente possible. Et on voit sans cesse une partie qui saute sur le volant et qui peut prendre la direction qu'elle veut, parce qu'il y a un élément extérieur qui l'a déclenché. Là, maintenant, il y a une partie de moi qui est très contente de faire cette capsule vidéo pour Abracadabra, que je salue au passage, et puis une autre qui aimerait bien faire la sieste parce qu'il est 14h30, et puis une autre encore qui irait bien reprendre un café, etc., etc. L'intérêt de remarquer cette fragmentation, de commencer à prendre contact avec tous ces petits moi. Alors l'idée, c'est pas de vouloir faire parler les uns ou de vouloir faire taire les autres, c'est simplement d'utiliser les compétences de façon plus précise, avec davantage de discernement, en sachant qu'il y a toute une palette, tout un tas de nuances à notre disposition que souvent on n'utilise pas parce qu'on laisse en fait ces réalités s'imposer à nous. C'est pour ça que parfois on peut regretter ces paroles ou ces actes qui ont été exagérés, parce qu'il y a une partie de nous qui nous a emmenés à un endroit où c'était peut-être pas forcément une bonne idée d'aller. Et vous qui m'écoutez, là, maintenant, quel est le petit moi qui est actif? Merci à Bernard pour sa capsule. Comment ça résonne pour toi, Sandra, par rapport à nos petit moi. échanges et au petit moi? Ben, oui, c'est vrai. Je suis complètement en phase avec ça. Le mot fragmenté donne une image un peu d'explosion ou de. Je pense que c'est des choses qui cohabitent. Au contraire, je ne sais pas si c'est ce que vous voulez dire. Je pense pas que c'est ce qu'il souhaitait dire, mais ça cohabite en fait de façon presque pacifique. C'est intéressant de les faire cohabiter de façon pacifique. Ah, si c'est Et pacifique chez toi, c'est génial. Parce que chez moi, il y a des moments où ça ne l'est pas du tout, hein. oui, chez moi non plus, ça l'est pas tout le temps. Il y a des fois, on est happé par une envie de faire la sieste terrible. C'est vrai, c'est ce qu'il disait. Mais on est toujours dans ce regard-là. C'est quoi ce qui est le plus important pour moi en ce moment? Et si la chose la plus importante pour moi me relie à un sens qui est essentiel pour moi, à ce moment-là, l'énergie vient. C'est comme si c'était un aimant, elle va être aimantée pour aller m'alimenter sur cette activité au final. Là, aujourd'hui, peut-être que j'aurais effectivement voulu faire la sieste, mais j'avais vraiment cette envie de vivre cette expérience avec vous, et l'énergie est plus forte, hein. Après, il peut arriver que des fois, effectivement, on fasse des choses où c'est pas là où il y a l'énergie la plus forte. Mais je pense que si on les répète de manière trop fréquente,
on s'épuise ça devient, ça nous amène parfois vers des situations critiques. Hmm. Est-ce que justement, alors que ce soit pour toi, mais enfin, déjà pour toi, mais aussi peut-être auprès de celles et ceux que tu accompagnes, est-ce que tu identifies qu'il y a souvent une petite partie de toi ou des personnes que tu accompagnes qui se révèlent, qui sont inconscientes, qui sont... Carl Jung parlerait d'archétype, hein, Ouais. Carl Gustav Jung, pardon. Du coup, est-ce que toi, à certains endroits professionnels, tu utilises des petits toits? La boxeuse, est-ce que tu as encore cette boxeuse intérieure qui vient amener des choses? Je sais pas. Oui, c'est pas maintenant j'identifie pas forcément, je vois pas un petit Hmm. personnage arriver avec ses gants de boxe ou mais on est forcément multiples, et j'ai l'impression que c'est un grand puzzle, en fait, j'ai souvent eu l'impression dans ma vie de faire des choses qui étaient dispersées et aujourd'hui, ben, plus j'avance, plus je trouve que ça s'assemble plutôt pas mal, quoi, que ça fait lien. C'est Et dispersé dans quel sens? Parce que d'abord j'ai fait une école de commerce, ensuite, bon, j'ai été boxeuse, ensuite, je me suis dit: J'ai envie d'aller dans l'insertion». J'ai monté une structure d'insertion, par l'activité économique, je suis naturopathe, j'ai fait, des cascades, j'ai fait des conférences, enfin j'ai fait plein de choses, parce que c'était guidé par mon envie, en fait, du moment. Je me suis jamais eu une sorte de volonté d'avoir une un tracé hyper linéaire, «Il faut que je fasse ça parce que ça va me renforcer». J'ai vraiment plutôt suivi les envies très fortes, et c'est pas juste une envie, une sorte de caprice, c'est des envies très fortes à un moment donné. Et aujourd'hui, heu, bah, mon approche, elle est hyper holistique dans l'accompagnement des dirigeants, et je pourrais pas avoir une approche holistique si j'avais pas eu toutes ces différentes vies. Hmm. Donc je pense que c'est plutôt une sorte de grosse, marmite avec beaucoup de choses dedans, beaucoup d'ingrédients, mais c'est pas des petits mois forcément aussi distincts. Ce qui ne m'empêche pas, d'avoir, comme disait l'intervenant, parfois des moments où j'ai envie d'être plutôt cool et puis de rien faire et d'être tranquille, et voilà, et j'écoute ce et puis vraiment je suis plus dans une envie d'y aller, d'avancer, avec, une sorte d'appétence comme ça pour aller vers, ou parfois j'ai envie d'être seule, enfin voilà. Donc ça oui, et je le respecte, en fait, ça fait partie Hmm. effectivement des dimensions, qui coexistent. Les dirigeants alsaciens, je pense que c'est là que tu gravites, hein, ou peut-être au-delà, j'en sais rien, mais est-ce qu'ils ont conscience de l'enjeu de se faire accompagner aussi, justement, pour challenger leur approche de leur gestion d'entreprise, de leur management et compagnie? Ou est-ce que c'est encore un truc que j'ai pas pris conscience à quel point c'est important de prendre de la hauteur? Ouais, non, c'est pas forcément un automatisme. Ok. Je pense que ça devrait vraiment être une vraie hygiène, tout Hmm. dirigeant, c'est vraiment un métier complexe d'être dirigeant et très seul. Hmm. Les dirigeants sont très seuls, et je pense que, ils sont pas tous conscients de l'effet que c'est, enfin, du bienfait que ça peut procurer, ouais. Mm. Est-ce qu'on peut parler de ton métier comme un sparring partner pour faire le lien avec la boxe? Ben, je suis en train de monter, une nouvelle activité qui s'appelle sparring partner. Ah ouais? Ah bah, Tu vas sur un ring? Ouais, ouais, non. Je veux être bêta-testeur. ça Non, serait non, énorme. mais c'est avec une collègue qui fait le même métier que moi. On est en train de réfléchir à monter un accompagnement pour des PME ou voire TPE, avec plusieurs salariés quand même, pour vraiment accompagner le dirigeant, être son sparring partner, son bras droit, en fait, de Hmm. confiance, et l'accompagner sur, à la fois du coaching individuel et clarifier sa situation, dans toutes les dimensions de son entreprise. Mais alors, je vois, quelle est la grande différence à part le nom du métier de coaching ou d'accompagnement individuel du dirigeant? Alors, la différence, c'est que là, il y a aussi une partie accompagnement technique, hein, sur la stratégie, sur le marketing, D'accord. sur la finance. Ok. Donc, ok. Sparring partner. Bon. Mm. Ouais, j'étais bien connecté et relié à Ouais, ton ouais, tout à projet, fait. même avant qu'il sorte. Incroyable. T'as jamais fait ça? T'as jamais introduit la boxe dans ton activité
j'allais dire de communication non violente en entreprise, mais tu sais, pour briser la glace, ouais, ça serait. Alors, tu as déconné là-dessus avant, mais c'est vrai que pourquoi pas? T'as déjà fait ou pas? Oui, j'ai déjà fait. Ok. Alors, ça peut pas être de la boxe, vraiment, Oui. mais on peut jouer avec les gants, j'ai déjà fait des activités avec des gants de boxe, avec... voilà, mais bon, il Ok. faut faire attention, parce que les gens, quand on leur donne une paire de gants de boxe, ça devient vite du grand n'importe quoi, donc il faut vraiment cadrer. Mais oui, on peut faire des petits jeux d'interaction, en fait, qui sont rigolos. Je le fais plus régulièrement avec le déplacement. Donc, dans des situations, dans un cercle restreint, se déplacer sans se toucher ou en se touchant avec une zone cible. Et ça fait émerger des principes d'intelligence collective, comme on revient aux oiseaux, comme les oiseaux, en fait. On voit que se met en place instinctivement une organisation d'intelligence collective. Je parlerai bien hors plateau de ce qu'on pourrait imaginer, parce qu'on a vécu la semaine dernière un moment unique qu'on a fait vivre à une entreprise dans le cadre d'un séminaire, enfin, genre d'expérience justement. Ils cherchaient une forme d'expérience unique, et on a créé une forme de team building conscient avec un contenu qui était la danse, donc une initiation à la danse pour une trentaine de personnes d'une entreprise avec associés, gérants, direction et salariés. Et notre spécificité qui est vraiment d'ouvrir des espaces, des contenants verticaux, donc le sens. Et donc on a créé du coup l'espace. Les personnes sont rentrées en danse, physiquement, hein, en mouvement, avec... donc c'était inspiré un peu de la salsa, donc il y a eu tout un tas de choses qui ont émergé dans l'expérience. Et puis derrière, on a réouvert après la pause un espace de conscientisation de ce qui s'est produit et en quoi cette expérience de salsa, de danse, pour d'ailleurs c'était des techs et des geeks, donc c'était intéressant, enfin la majorité. C'est pas des danseurs de base, quoi. Non, pas du tout. Ok. Et du coup, en fait, comment ça fait sens par rapport au quotidien, et les échanges qu'il y a pu y avoir derrière sont excellents. Enfin bref, j'aimerais bien en parler pour essayer d'imaginer peut-être au-delà de l'entreprise. Entreprise qui danse, entreprise qui boxe, tiens. De voir comment on pourrait créer un espace ensemble. En fait, ça reste... moi, j'utilise la boxe parce que, voilà, et je vais mettre... Mais je vais pas faire de confrontation, mais je Bien fais sûr, beaucoup de mouvements. Je le fais aussi en musique. Je mets les corps en mouvement. Je les amène à faire une œuvre collective aussi en mouvement. Donc, en fait, on est dans une construction collective. Et donc, c'est assez proche. Ça s'appelle pas danse, ça s'appelle boxe. Mais c'est assez proche. Ce qui est intéressant avec la boxe, c'est qu'on met les personnes un peu en situation d'inconfort, d'inconnu. Il y a quelque chose un peu... de peur aussi peut-être, hein. Pardon ? De peur. Alors, je rassure suffisamment pour justement qu'on n'aille pas jusqu'à la peur, mais il y a quand même un peu un inconnu. Mais je rassure vraiment. Et ça, c'est intéressant, puisque on change de registre. On n'est plus devant un tableau Excel, on n'est plus sur quelque chose qu'on connaît, on est dans un autre registre, et on va se découvrir avec une loupe. Ça va nous permettre d'aller plus loin dans la découverte. Ouais. Du coup, on va laisser Cédric nous dévoiler une pépite du web qu'il a trouvée. Alors, j'ai la petite pépite. Oh là là. Oui, attention. Quelle est la pépite du jour? Et avant, j'ai une question curieuse. Là aussi référent, non, un invité qui avait des curieux hasards, mais non, une question curieuse. Moi, j'aime, je sais pas si vous aimez ce genre de vidéos sur les réseaux ou quoi, j'aime ce qu'on appelle les instants karma. Je sais pas si vous voyez ce genre de truc. C'est où tu as une juste rétribution, tu as ouvert ta bouche et puis derrière tu as la juste rétribution. J'espère que tu vas pas montrer une photo à l'écran où tu te prends un KO. Justement, alors moi, en cherchant sur le web, quand même c'est connecté au sens de cette rubrique, j'ai donc regardé le TEDx auquel tu as participé. Au début de ce TEDx, tu montres une vidéo d'un match où tu gagnes un championnat du monde de boxe thaï, j'imagine. Puisque tu gagnes ce match en faisant une sorte de coup de pied rotatif où tu viens frapper avec ton tibia, je crois, dans la tête de la Russe en face de toi qui s'effondre KO. Donc déjà, quand j'ai vu la vidéo, j'ai appelé tous les collègues, j'ai fait c'est cette personne qui vient pour l'enregistrement. Il y a tout le monde qui était un peu fou. Donc c'est super. C'est que tu vas faire modèle après pour la démonstration quand même. C'est ce qu'on avait convenu, ouais. C'est ça. Ah ouais, c'était pas court. Donc ouais, super impressionnant. Donc c'est comme ça que démarre ton intervention TEDx, où tu me remontes cette vidéo pour un peu poser le contexte de ce qu'était ta vie. Je sais pas, il y a peut-être 20 ans. J'ai pas les dates exactes. Donc bref, tu gagnes encore une fois ce titre champion du monde. Et je me suis demandé, c'est la question curieuse, un peu hors contexte. Est-ce que dans ce monde qui souffre du harcèlement de rue en direction des femmes, est-ce que ça t'est déjà arrivé
d'être victime de ce harcèlement de rue et de donner peut-être une juste rétribution. J'adore. Alors, ça m'est jamais arrivé. Ça aurait pu. Mais je pense que l'autre a senti que ça aurait pu, je crois. Ah, c'est vrai qu'il Recevoir la rétribution. se dit, tiens, elle a l'air pas mal confiante. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, exactement. Je pense que... Parce que j'étais vraiment... c'est arrivé à plusieurs reprises où quelqu'un m'a agressé. Enfin, c'était vraiment uniquement en riposte d'une attaque. Et quelqu'un est sorti de sa voiture comme un fou. Il a voulu... donc, je suis sortie aussi, parce que j'avais pas envie la fenêtre était ouverte, j'avais pas envie d'être en situation, d'être enfermée dans la voiture et qu'il me saute dessus dans la voiture. Et donc, je suis sortie aussi et je suis allée vers lui. Et en fait, ça l'a complètement désarçonné. Et je me suis dit, vraiment, j'étais prête à me défendre s'il fallait. Donc, et je pense qu'il l'a senti. Donc, l'intention est peut-être plus efficace. Et ça, je l'ai revécu à plusieurs reprises. Où ça désarçonne Ouais. l'agresseur ou Oui. le gars violent ou la personne violente en face, quoi. Et j'étais dans une intention calme, en fait. J'étais calme, mais je pense que ça se voyait que si il fallait en Volcano. découdre, je serais là, quoi. Volcano. Mais du coup, c'est cette préparation intérieure aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je suis en confiance, moi, l'autre vient peu ou pas me chercher, quoi. En fait. Ouais, je pense. Ouais. Ouais. Ouais, dans un monde gangréné par cette question du harcèlement de rue, je trouve que c'est quand même un truc à... tout le monde ne fait pas de la boxe comme toi et Oui. vraiment capable de mettre KO le bonhomme en face, ou la personne en face, mais il y a quand même Souvent ce un truc bonhomme, de... quand même, hein. Oui, je voulais être Ouais. sympa avec nous, mais en fait, voilà. non. Mais effectivement, le côté de savoir que c'est juste la confiance qui a tout désarçonné, La posture. la posture, la tienne, Ouais. c'est quand même intéressant à noter. La confiance, la posture, l'intention. Mais je pense que ça se travaille. Après, ça ne fait pas tout. Il y a des personnes qui se font harceler, qui se font... Enfin, mais je pense que c'est important d'accompagner les femmes vers des sports aussi où elles peuvent prendre confiance et conscience de leur force, tout simplement. D'une posture, d'avoir en fait avec le sport aussi, d'ailleurs pas que la boxe, mais ça donne quand même une assise, un ancrage sur ses appuis. L'autre le capte, on est des êtres animaux aussi, donc on capte aussi la façon dont l'autre est ancré, s'il est plutôt en posture d'attaque, de contre-attaque ou de défense, donc on le sent. Donc je pense que c'est un vrai plus. Ouais. Moi, j'ai une grande règle dans la vie que j'arrive pas toujours à respecter, mais c'est d'essayer d'agir de la même manière, peu importe la personne que j'ai en face. C'est vrai dans des relations de travail ou voilà, pas forcément dans quelque chose d'agressif, j'entends, ça peut être dans quelque chose... Tu parles aux dirigeants avec le même respect que tu parles aux gars lambda, etc. Et si un jour j'ai des altercations, et c'est déjà arrivé, mais sans que ce soit rien de méchant, je me dis, je veux parler pareil avec la petite dame derrière son volant, qu'avec le gros balèze qui fait 2 mètres de haut, quoi. D'accord. Et pour moi, c'est un bon critère de savoir est-ce que l'apparence de l'autre vient impacter mon propre comportement. Voilà. Et je trouve que c'est un petit repère pour... Mais aussi situationnel. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui t'agresse, tu vas forcément adapter ton comportement en fonction de... Elles sont équivalentes, quoi. Oui, voilà, c'est ça. En tout cas, c'est pas le préjugé que tu as sur le physique de l'autre. Oui, c'est ça. C'est une petite dame, et d'un seul coup, tu te sens en confiance. Non, moi, je cours dans tous les cas. Faut mieux courir. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est la base du mal, c'est là. Bref, petit tips. Je reviens à mon sujet. Ce fameux TEDx, si on le regarde, c'est super intéressant. Tu donnes plusieurs clés, parce que après ton expérience de boxe, tu vis un moment de burn-out, je ne sais pas si c'est ça le bon mot, mais en tout cas, effondrement du corps. T'en as trop fait, aussi dans ce moment d'entrepreneuriat qui suit la boxe. Et après, il y a plusieurs clés qui t'apparaissent pour ne plus sombrer dans ce burn-out. Sauf erreur, tu parles de l'alimentation, tu parles du mouvement, le sport, qui était plus trop présent dans ta vie à ce moment-là. Mais ça, c'est des choses qui m'ont pas... Enfin, je me suis dit, ouais, elle a super raison, mais ok. Je voyais le truc. Et tu parles du repos. C'est même la première clé que tu donnes, dans ces 3 clés, c'est le repos. Et moi, je me suis dit, je me repose pas beaucoup. Et même, je me suis dit que quand je me repose pas, perso. Mais j'ai l'impression que c'est un truc que je retrouve beaucoup autour de moi.
Même quand tu es en repos, quand tu es en week-end, bah, tu finis blindé avec des activités de tous les côtés, avec les enfants, avec ci, avec ça. Et personne me parle de je me suis bien reposé. Et je me suis demandé quel conseil tu donnes aujourd'hui aux personnes qui cherchent du repos, mais du vrai repos, ce repos qui te permet de t'apaiser profondément et aussi d'éviter des situations de burn-out. Oui, c'est juste, parce que je donnais cet exemple-là, parce qu'en sport, le repos fait partie de l'entraînement. Il est obligatoire, il n'est même pas négociable. Donc, parce que sinon, c'est la blessure assurée, c'est garanti. Et puis même, s'il n'y a pas assez de repos, la courbe de progrès ne monte pas. C'est que normalement, il y a entraînement, repos, qui fait que l'entraînement suivant, on repart avec un niveau supérieur, si on a respecté la bonne période de repos. Si ce n'est pas le cas, on repart soit au même niveau, soit en dessous, et jusqu'à ce que ça atteigne la blessure. Donc c'est un facteur de progrès. Et ça, quand on le comprend, parce que le stress par rapport à une préparation de combat pourrait faire que on en fait trop. On a un combat à faire, il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne, il faut que je m'entraîne. Et en fait, dans l'entreprise, dans le monde même hors entreprise, on ne respecte effectivement pas ce repos, ou alors on fait du faux repos. Et je donne l'exemple du scroller son écran, c'est pas du repos. Ça a la saveur du repos, mais ça n'en est pas. C'est vraiment... même ça vient accaparer l'esprit, donc c'est de l'anti-repos. C'est que ça met le cerveau en niveau de tension neuronale là, qui est pas bon, et qui est vraiment une fausse... Si, le corps va être physiquement au repos, mais par contre au niveau émotionnel, on n'est pas du tout au repos, et souvent c'est cette charge émotionnelle, mentale, qui est trop élevée. Et donc c'est celle-là qu'on a besoin d'apaiser. En fait, il n'y a pas 50 solutions. Ça peut être de la méditation, ça peut être marcher en forêt, ça peut être de la méditation, mais pas forcément figée, ça peut être de la méditation en marchant, ça peut être juste prendre conscience de ce qu'on fait. Je donnais l'exemple, puisque j'ai effectivement eu un gros burn-out qui m'a paralysé littéralement les 2 jambes pendant plusieurs mois. Donc j'étais en chaise roulante pendant très longtemps, et je me souviens de ces séquences. Donc j'ai vraiment eu une prise de conscience, de dire faut que je profite. C'était tellement anxiogène, cette ambiance d'hôpital, qu'il fallait que je me connecte à des petits plaisirs, des moments de joie qui étaient là. Et je me souviens d'un moment qui a été intense, alors que c'est extrêmement simple. J'étais sur ma chaise roulante, et je suis allée me laver les mains au robinet. Et donc, j'étais à la hauteur exacte de celle d'un enfant. Quand on est petit et qu'on va se laver les mains, on est à cette hauteur-là, quoi. Et donc, quand on se lave les mains, on a les mains devant ses yeux. Et donc, j'ai joué avec l'eau comme je pouvais le jouer quand j'étais petite, et ça m'a redonné cette sensation-là d'un plaisir simple, connecté à des émotions simples, l'eau chaude, le savon, la mousse, etc. Et ça m'a fait... En fait, à partir de là, j'ai pas arrêté de cultiver ces petits moments, qui sont des moments de méditation, en fait, où on savoure cet instant présent pleinement, même si c'est un tout petit moment, même si c'est dans une queue, vous êtes à la poste, vous faites la queue, on peut se connecter à l'ambiance sonore, à écouter la musique du brouhaha ambiant, ou la chaleur, ou toutes les sensations corporelles. Enfin, tous ces petits moments-là, ils sont hyper précieux. Donc ça peut être ça, ça peut être bien sûr la nature. La nature, c'est un formidable moyen pour être reposé, à condition de ne pas en refaire une quête de performance. Ce week-end, il faut que je fasse un trail, parce que ça aussi, j'accompagne des dirigeants qui se prennent de passion pour les trails. Donc c'est très bien sportivement. Mais le problème, c'est qu'ils remettent de nouveau, ils se remettent dans le même état d'esprit, la même logique de quête à la performance. La dernière fois, j'ai fait tant, cette fois, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, je vais manger ci pour être performant. Et donc, on ne repose pas cette charge mentale qui a besoin de se reposer. Donc, la nature, mais déconnecté de toute envie d'être performant. Le sport aussi. Le sport a vraiment... et si on a pas mal aux articulations, c'est pousser un petit peu, faire des petits sprints, que ce soit en natation ou à vélo, mais pousser un petit peu, ça, physiologiquement, ça fait baisser vraiment la charge mentale. Et donc, ouais, méditation, sport, nature, moment présent. Ça résonne bien, parce que je vais raconter toute ma vie dans cette émission. J'ai repris le tennis cette année. Et tennis, j'en faisais petit, donc autant dire que j'ai un niveau plutôt très, très mauvais. Et je me suis dit, c'est parfait, c'est enfin un truc où je ne suis pas performant. Et je ne cherche pas de performance, et je ne serai jamais bon.
Et c'est pas grave, c'est juste plaisir, 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 plaisir. Voilà. Et d'un seul coup, j'avais plus d'espace comme ça qui n'était pas connecté à une forme de performance. Ouais. Parce que même mon espace personnel, il y a une forme de performance dans ta parentalité, tu te dis, je veux bien faire, quoi. Donc c'est une forme de pression. Mais là, vraiment, tu vas, je vais taper dans le truc et puis juste du plaisir, quoi. C'est important de se questionner qu'est-ce qu'il y a dans ma vie où il n'y a aucune quête, je suis juste là pour me faire pas de plaisir. quête. Ouais, merci. Ouais. C'est mieux dit que moi. Non, C'est une contribution. En tout cas, je raisonne, je veux amplifier ton message, puisque en ayant vécu le burn-out, en fait, j'avais pas d'outils prélistés, mais c'est les outils que j'ai utilisés. D'abord, le sport avec mon frère qui venait me chercher pour aller me remettre dans le corps. Ensuite, la déconnexion en nature, sans technologie, sans rien. Et la méditation qui est venue derrière. Mais c'était effectivement ces étapes-là qui m'ont permis de me retaper, justement. Ouais. Je crois beaucoup vers le mouvement en général, quand même, en premier lieu, était un remède à beaucoup de maux. Et j'avais aussi envie de peut-être amener une contribution sur ce que tu as partagé dans le repos et l'intégration. Et je pense, de mon expérience, que c'est autant valable dans le sport, ce que tu disais, dans s'octroyer du repos pour revenir à un meilleur niveau, que dans les transformations intérieures, immatérielles, émotionnelles, intellectuelles, spirituelles, souvent. Je vois de plus en plus, pour travailler dans une église, alors qui est dans un mode expérimental qui s'appelle Nous tous, mais quand même, des gens qui vivent des expériences intenses pour pouvoir se transformer, mais dans cette performance, dans cette compétiteur avec soi ou compétitrice, hein, et qui ne se laisse pas le temps, et je me parle là en même temps, et qui ne se laisse pas forcément du temps pour pouvoir intégrer tout ce qui vient de se passer et laisser se diffuser les choses, prendre du repos pour revenir de nouveau à un meilleur niveau et se réentraîner à se transformer en termes de conscience, certainement à cet endroit-là, ou de vision des choses. Même dans des domaines qui sont faits justement pour accompagner une transformation lente, comme le yoga par exemple, la méditation, on peut avoir aussi des logiques de performance. Complètement. Je veux en faire à fond, à fond, à fond. Je veux aller dans... Et en fait, de temps en temps, il faut juste se foutre la paix, quoi. Oui. Et ben du coup, en tout cas, oui, cette quête de performance est à questionner. Et pour nous aider dans ce questionnement, on va inviter Johanna à se joindre à nous sur le plateau pour sa chronique. Hello, hello, Johanna. Merci de nous rejoindre. Merci de m'accueillir encore une fois. Eh bien non, avec plaisir. Et du coup, tu étais derrière, tu as écouté, entendu les échanges que nous avons pu avoir et on est curieux. Je suis très curieux et enthousiaste de savoir qu'est-ce qui t'a surpris ou qu'est-ce qui amène ta chronique aujourd'hui. Ce qui me pique comme envie, là, pour cette émission, c'est de faire tous ces liens entre, du coup, le coaching en entreprise et la boxe. Alors juste dis-moi tout de suite, est-ce que tu en as marre qu'on te parle de boxe ou pas? Merci pour la question, elle est parfaite. Parce qu'on doit souvent te bassiner avec ça, parce que j'imagine que ça doit étonner de voir quintuple championne de boxe. En fait, c'est pas que ça étonne, je pense que c'est que ça effraie. En fait. Les deux. Au début, je parlais pas du tout de mon passé de boxeuse. C'était complètement enfoui il y a un petit moment. Hein. Puis à un moment donné, on m'a demandé de faire des témoignages auprès des jeunes, etc. Et puis petit à petit, je me suis un peu réappropriée, parce que je crois que moi-même, j'associais aussi trop ça au combat, puis quelque chose de dur, hein, parce que c'est sûr, quand on voit le côté un peu médiatisé, c'est le côté coupe, victoire, etc. Mais bon, c'est 15 ans de ma vie très dur. Et vraiment, quoi, ça a été un chemin hyper dur. Je me suis un peu frottée à quelque chose de compliqué. Aujourd'hui, je l'assume complètement et ça me fait plaisir de continuer à identifier des liens. J'arrête pas ça continue encore. Je refais des liens avec plein de choses. Donc non, ça va, j'en ai pas marre. Mais tu dis que ça a été très dur dans le sens où tu l'as mal vécu. Parce que il y a aussi un truc que j'ai pas compris, pardon. C'était si du coup ton burn-out avait été à la suite de ces 15 ans de boxe ou de l'activité que tu as démarrée après, qui était entrepreneuriale. Ok, donc c'est après, donc c'est pas la boxe. Mais du coup, ça a été dur la boxe? Mais en fait, le burn-out, c'était les deux. Hein. C'est c'est à un moment donné, en boxe, c'est vraiment performance, aller au bout, se dépasser, abnégation, etc. Tous ces mots que j'ai du mal à entendre dans l'entreprise, en fait.
Parce que ça peut pas être ça peut pas être des qualités sur la durée. Ça peut être à un moment donné, sur un projet bien limité dans le temps, ok. Mais moi, ça a été très long, ça a été 15 ans, ça a été très long et j'avais des choses à montrer, j'avais des choses à prouver. C'était une quête existentielle, en fait, hein, mais un peu par la méthode dure, quoi. Donc, après, j'étais vers des choses qui faisaient sens. Donc, je me suis réalignée sur la notion de sens, mais dans le comment, j'étais toujours dans le dur. C'est-à-dire que si on me disait qu'un truc était impossible, j'y allais. Si on me disait que c'était super difficile, ok, c'est pour moi. Donc, j'allais toujours au-devant de missions très compliquées. Et j'ai dû prendre cette claque-là pour comprendre qu'il fallait que j'accepte d'être beaucoup plus douce avec moi-même. Et donc, j'ai appris la douceur. Donc, aujourd'hui, c'est pour ça que je regarde ça de façon beaucoup plus distanciée. Et même, je me dis, j'ai dû passer par ça. Ça aurait été plus simple d'aller voir un psy, hein, franchement. Mais Mais bon, c'est chacun comme son chemin. Voilà. Ok, bah le premier lien justement que je voulais établir entre la boxe et ton activité actuelle, c'était le fait de prendre des coups. C'est-à-dire que dans la boxe, j'imagine qu'on donne beaucoup de coups, mais on en prend beaucoup aussi. Pour avoir un tout petit peu essayé les sports de combat, moi c'est la première chose qui m'a surprise, c'était que j'étais ah mince, mais attends, je vais me faire frapper là. Ah non, j'ai pas envie. Et comment on encaisse un coup dans la boxe et comment on encaisse un coup en tant que personne qui travaille dans une entreprise, en tant que dirigeante. Alors, bon, sportivement, un coup, physiquement, on est préparé aussi pour l'encaisser. La plupart du temps, moi, j'étais quand même une adepte de l'esquive, hein, donc j'étais pas non plus une adepte du tu peux. Tu prends 5 coups, t'en rends 6. Non, je préfère en prendre 0, n'en donner que 2. Donc c'est l'esquive, en fait, c'est une technique aussi. C'est ça, c'est une vraie technique. Et moi, ma technique était vraiment beaucoup sur l'esquive, la tactique, beaucoup de stratégies pour lire l'intention de l'autre. C'était ça mon jeu, c'était ça qui me plaisait. Ceci dit, on en prend quand même, donc on est aussi préparé. On est très bien préparé. J'étais super bien préparé physiquement, donc ce qui fait que musculairement, on encaisse. Et puis, pas dans le, on sent pas. Enfin, jamais je me suis dit aïe, j'ai mal. Enfin. Ah bon, c'était ça ma question non, justement. L'adrénaline du coup peut-être. Oui, aussi. c'est ça. C'est l'adrénaline, c'est le focus sur le cap qui fait que voilà. Dans l'entreprise, moi je trouve que c'est plus dur en fait, parce que les coups, ils arrivent de là où on les attend pas et ils font pas partie du cadre partagé. On n'est pas censé prendre des coups. En boxe, on est censé prendre des coups. On sait, la cible c'est ça, ce qui est autorisé c'est ça. Donc je peux les prendre. Dans l'entreprise, c'est souvent des sales coups en fait. Donc ça, c'est beaucoup plus difficile à encaisser. Ok. Et un autre lien aussi que je voulais faire, c'était... t'en parlais un peu tout à l'heure avant que j'arrive sur le plateau, mais au niveau du dépassement de soi. Parce que, du coup, les sports, et notamment des sports assez extrêmes, ça demande, comme tu disais, de l'abnégation, du dépassement de soi. Moi, c'est un truc effectivement... Voilà, comme t'en parlais tout à l'heure, quand j'entends ça dans un contexte professionnel, je me dis oulala, ça veut dire burn-out. Ça veut dire que tu vas pas durer longtemps. Maintenant, tu disais que tu allais faire un jeûne aussi ce week-end, c'est aussi un dépassement de soi. Comment tu arrives à maîtriser le dépassement de soi pour qu'il soit positif dans un cadre professionnel? Moi, après mon burn-out, mon problème de santé, j'ai eu très peur de ça aussi. Je suis entrée dans une phase de douceur, j'en avais besoin, c'était important de prendre soin de moi, d'être dans la douceur, d'écouter mes envies. J'ai vraiment eu besoin de ça. Mais maintenant, je sais que j'ai la capacité à aller très loin, mais il ne faut pas que ce soit trop long, il faut que ce soit cadré, en fait. Pour un projet donné, dans un temps limité, je peux le faire et ça me fait plaisir en fait. Parce que c'est hyper enthousiasmant, c'est euphorisant. À un moment donné, d'y aller à fond, etc. Ce qui est dangereux, c'est de rester. Et même au niveau physiologique, là c'est la naturopathe qui parle, quand on est dans un stress long, c'est du cortisol qu'on fabrique. Ce cortisol, il donne le sentiment d'invincibilité. Il est assez enthousiasmant, c'est comme un anti-inflammatoire, donc on ne sent pas la douleur, sentiment d'invincibilité, donc ce qui est hyper euphorisant. Sauf qu'à un moment donné, ce cortisol, il tombe brutalement et c'est souvent, enfin je le simplifie, c'est ce qui peut donner lieu au burn-out. Donc il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Mais sur un temps court, c'est enthousiasmant, ça donne
C'est aussi ce qui fait qu'on se sent vivant, mais sur un temps court, quoi. Et après, avec des temps où je prends soin de moi, je m'introspecte, je prends de la hauteur. Est-ce que je suis dans le juste là, ou est-ce que je suis pas en train de me donner un truc à fond en réalité, je suis une injonction qui est extérieure et c'est pas ma propre injonction. Donc je pense que c'est un équilibre de l'ensemble. Ouais, ça fait aussi un peu écho à ta carrière, j'ai l'impression, du fait que tu as fait plusieurs choses, ça permet de te donner à fond, mais tu restes pas trop longtemps et tu changes un peu, comme tu dis que tu allais créer une autre entreprise là bientôt aussi, et que tu as commencé par des métiers qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais maintenant. Alors, ouais, je sais pas. En tout cas, au niveau de l'intensité, dans mon activité, je fais ça. Effectivement, je varie. Et c'est choisi. Donc, des moments où c'est intense, des moments où c'est beaucoup plus bas. Après, aujourd'hui, j'ouvre différentes portes par curiosité et je trouve que ça fait sens avec ce vers quoi j'ai envie d'aller. Donc là, c'est vrai que ça m'arrive de bouger, de changer d'activité. Tous les 2-3 ans, ça bouge un peu, ça se réajuste. Ouais. Ok, c'est très, très rassurant de voir que c'est viable aussi de changer d'activité assez fréquemment. Je sais que pour ma génération, j'ai l'impression plus que d'autres, c'est très rassurant d'entendre que c'est possible. Donc merci pour ça. Et quel que soit le niveau d'expérience, on peut toujours tester et se sentir invité par la curiosité. Merci beaucoup, Johanna, pour ton passage. Merci à vous. Merci. Et du coup, où est-ce que, si on est intéressé par ce qu'on vient d'entendre et ton profil, où est-ce qu'on peut te contacter, te retrouver? Est-ce qu'il y a des conférences, des événements, un site internet? Où est-ce qu'on te contacte, tout simplement? On peut me contacter. Donc, il y a des conférences. Ce jeudi-là, il y a une conférence sur le leadership féminin. C'est un sujet que je suis en train d'explorer. Et puis sinon, oui, me contacter sur LinkedIn. LinkedIn, c'est plus Sans simple. problème. Oui. Ok, on mettra toutes les informations ainsi que ton site sur la description des émissions. Et traditionnellement, on aime bien terminer par une petite idée qui vient encapsuler cette expérience. Est-ce qu'il y a une idée, un mot, une phrase, une anecdote là, qui a émergé dans cette émission ensemble qu'on a envie d'encapsuler et repartager, amplifier? Traditionnellement, je demande à mon acolyte de commencer, ce qui nous laisse tous le temps de réfléchir à cette réponse. Ouais, moi j'ai cette sensation d'avoir plongé un peu dans ton univers et qu'on est il y avait encore de quoi plonger plus fort, quoi. J'ai l'impression que tu as tellement de... Enfin, toi, j'avais trop envie d'interroger le regard de tes parents sur ta carrière de boxeuse, puis après... Il y a tellement de choses, je trouve qu'on n'a pas réussi à explorer. On va t'inviter. On pourrait, après le lancement de Sparring Partners. Voilà, trop bien. Donc c'était vraiment super, et merci vraiment pour ta venue, pour ce partage, gratitude là, pour le coup. Et je tiens à dire que, comme on aime bien prendre des engagements un peu loufoques dans ces émissions... Ouais, ne m'engage pas, moi. Hein. Ah oui, non mais... je t'invite avec un doigt un petit peu tendu comme ça à une séance de boxe. Avec avec moi. Ah ok. Bon, on va essayer. Mais où ça? Avec Sandra? Ah ça je ne sais pas, mais... Okay. Allez, moi je serai pas beau à voir. Dans mon club historique, la Panza Gymnotech. Ah, Panza Gym, c'est ton club? Ah bah voilà. C'était mon premier club de boxe d'ailleurs. Au Neudorf du coup? Oui. Ok, très bien. Oh bah parfait. Donc c'est un défi. C'est un défi. Il a juste envie que vous vous tapiez sur la tête. Non, parce que comme on n'a pas le même niveau, il sera sympa avec moi. Je crois. Très bien. Johanna, est-ce que il y a quelque chose que tu veux encapsuler c'est juste une phrase qui me reste en tête et qui fait... c'est ce que tu as dit un peu tout à l'heure. Et en fait, ça fait écho à ce que mon coach m'a dit ce matin. J'étais au sport ce matin. Et il disait fractionner, c'est progresser. Et effectivement, faire l'intensité et après se reposer, prendre le temps de se reposer. Et après, aller intensément de nouveau. C'est ça qui permet de repartir avec un niveau un peu plus élevé et de progresser. Et voilà, ça m'encourage, ça me met de bonne humeur. Fractionner, c'est progresser. C'est bon à savoir. Merci à toi. Merci. Sandra. Eh bien, tout à l'heure, quand tu m'as posé la question de savoir ce qui permettait de se reposer, de se ressourcer, j'ai cité la nature, la méditation, l'instant présent, etc. Et en fait, il y a quelque chose que j'ai oublié qui est essentiel, c'est la connexion avec des personnes qui vibrent, en fait. Et je pense que c'est ce qu'on a vécu là, avec vous trois, donc je vous remercie. Super. Merci. Merci à toi pour ce partage, merci pour ton temps et les ressources qui ont pu émerger. Moi, de mon côté, c'est vraiment cette idée de contextualisation
dans le dans la voie du milieu. Ouais. Trouver voilà, c'est vraiment éclairant pour moi et de voir comment en fonction des contextes, comment j'évolue à cet endroit-là et de m'observer peut-être plus avec la voix contextuelle. Mais beaucoup de plaisir de s'être retrouvé ici, d'avoir pu partager, d'avoir pris un défi de boxe. En tout cas, ça va être encadré par une personne tierce de confiance comme Sandra. Défi visiblement déjà accepté. Oui, voilà. bien sûr. Merci en tout cas à vous toutes et tous. Merci à Nestor qui est derrière, à l'équipe d'Izimara de Radio Arc-en-Ciel. Merci à vous toutes et tous de partager si vous avez trouvé une ressource à une personne de votre entourage qui pourrait être touchée par ces messages. Merci de continuer à nous suivre et on se retrouve à la rentrée à partir de septembre puisque cette saison prend fin aujourd'hui par cet épisode. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.